Et voilà pour cette enquête de François Cardona et Christophe Barrère. On est de retour avec nos deux invités. Bonsoir Michaela Merck. Bonsoir Tristan. Vous êtes conseillère en stratégie marketing pour des marques de luxe. Vous collaborez notamment avec le Meurice qui nous accueille ce soir. Pour quel autre grand groupe de luxe vous travaillez? On a le droit de le savoir ou c'est du secret industriel? J'ai travaillé en tout cas avec les grands groupes, tous les grands groupes de luxe comme LVMH, comme Richemont, comme Hermès. Et je les accompagne sur la création de l'expérience client à travers des conférences, des formations et aussi du conseil évidemment. Et à vos côtés, Hélène Luzin, bonsoir. Bonsoir Tristan. Alors vous, votre métier, c'est agent de chef. Les gens ne le savent pas forcément, mais les chefs aujourd'hui, c'est comme les footballeurs et les acteurs, ils ont besoin d'un agent pour gérer leur contrat, c'est ça? Tout à fait. Il y a une quinzaine d'années, j'ai monté mon agence Marque et Chef et j'accompagne une dizaine de chefs dans le développement de leurs affaires. Alors, vous êtes également auteur d'un ouvrage. Vous avez écrit 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. On l'a feuilleté attentivement et à l'intérieur, on n'a pas trouvé de traces de macarons Ladurée. Ça veut dire qu'on peut passer une vie entière sans avoir goûté de macarons Ladurée. C'est pas grave, c'est pas assez bon. Absolument pas, Tristan. Je pense que le livre, ce sont des pâtisseries très travaillées. Donc, j'ai volontairement cherché des gâteaux un peu complexes. Et le macaron, comme on l'a vu dans le reportage, c'est assez simple. C'est trop simple pour avoir les honneurs de. J'ai pas mis de croissant, voilà, j'ai pas mis de choses simples. Pourquoi, Michaela Merck, le macaron est considéré comme une pâtisserie de luxe? Qu'est-ce qu'il a de luxueux? Je dirais que ça dépend complètement comment ce macaron est fait. On l'a vu dans le reportage, à partir du moment où il a trop d'industrialisation, on enlève la part artisanale qui, pour moi, est percée, un des vecteurs phares du luxe. Et c'est dommage. Donc il faudrait presque, pour parler du luxe, dire que c'est fait maison ou c'est fait à la main, toujours avec les meilleurs ingrédients qu'on peut obtenir. Alors justement, on va revoir les images de François Cardona. Il a pu filmer comment était souvent industrialisée la fabrication de macarons. On s'aperçoit que ce sont des machines et des robots qui font tout ou presque, que c'est mécanisé à 99%. Il y a quelques années, on le faisait encore à la poche, un par un. C'était un petit peu trop chronophage, on va dire. Avec ce procédé, ça va quand même beaucoup plus vite. Est-ce que les gens qui achètent un macaron 2 à 3 euros pièce se doutent que c'est fabriqué dans ces conditions-là? Il ne faut pas diaboliser la mécanisation. Je pense qu'elle peut aussi être utile dans des tâches ingrates ou des choses qui sont trop répétitives. Mais il faut, et je suis d'accord avec toi, qu'il reste un geste humain, qu'il geste à ce côté artisanal. Alors, on a entendu à la fin de notre enquête que la famille Holder s'était retrouvée obligée de revendre à un autre groupe Ladurée il y a quelques mois. C'était pourtant une marque qui se portait plutôt bien ces dernières décennies. Est-ce qu'on sait pourquoi? On sait que 80% aujourd'hui de leur clientèle était une clientèle internationale. Et c'est vrai que la famille Holder a fait que Ladurée s'est exportée dans presque 22 pays, une centaine de boutiques, donc énormément internationalisée. Avec Covid, qui a quand même touché énormément cette clientèle internationale, qui ne pouvait plus venir, restrictions de voyage, fermeture des boutiques, problèmes aussi sur l'aéroport où ils se sont élargis, le chiffre d'affaires forcément il s'est effondré. Justement, on a préparé une petite courbe qui nous permet de nous rendre compte de la descente aux enfers de la marque Ladurée pendant la pandémie. On voit que comparé à un groupe comme LVMH, par exemple, qui perd à peine moins de 20% de son chiffre d'affaires, Ladurée perd plus de 50% de son chiffre d'affaires. Comment expliquer que Ladurée ait aussi mal résisté à la pandémie? Je pense que Ladurée n'a pas réussi à rebondir suffisamment vite et changer leur stratégie. Et les maisons, je trouve, qui ont bien rebondi, et on avait vu ça dans la courbe, ce sont ceux qui ont su regagner en fait la faveur de la clientèle française, de la clientèle locale aussi dans d'autres marchés. Par exemple, le LVMH, ils ont organisé aussi dans leurs boutiques des réceptions plutôt privées de la clientèle française. Ils les ont réellement chouchoutés. Ils ont aussi augmenté la part du digital avec le live shopping où les vendeurs ont pris leur téléphone portable, ont appelé leur clientèle et ont cherché à les regagner différemment. Et l'exemple, je pense, très comparable qui a réussi, c'est l'hôtel Le Meurice. Parce qu'avec la pâtisserie de Cédric Grolet, ils ont ouvert la boutique pour le click de collect, pour la livraison à domicile. Et du coup, ils n'ont jamais fermé réellement. Ils ont travaillé énormément. Ils ont changé un peu le métier et jamais licencié quelqu'un. L'autre fleuron du groupe Holder, ce sont les boulangeries Paul, qui pour le coup
fonctionne très bien. Comment on explique ce succès? Alors, c'est, je dirais, d'abord le concept. Le concept qui est un concept made in France, la baguette. C'est un peu les clichés peut-être, mais traduit ensuite avec une reconnaissance remarquable à l'international, telle qu'aucune autre boulangerie a peut-être su le faire, notamment avec cette possibilité de regarder à l'intérieur, voir comment ils fabriquent les croissants, les baguettes, presque à la main. Mais Et, ça, où on se rend compte justement dans le reportage que c'est plus de l'image, que Ouais, du rêve que de la réalité. À ce moment-là, ils vendent un peu le rêve et la transparence à la clientèle Mais ça qui fonctionne. achète. Et ça fonctionne. Même si le pain n'est pas forcément C'est ça. fabriqué dans les Après, boulangeries. c'est pas un produit de luxe. C'est un produit de grande consommation et on est sur d'autres critères d'exigence. Alors justement, vous, Hélène Luzin, en tant qu'experte culinaire, vous pensez quoi des produits de Paul? Est-ce que vraiment la qualité des produits explique le succès des boulangeries Paul? Tristan, j'ai envie de vous dire, moi, dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'emplacement. Je pense que Paul, ils sont vraiment très smart là-dessus, les emplacements incroyables, un prix quand même très raisonnable. Donc les gens qui n'ont pas envie de dépenser, finalement, ils s'y retrouvent le midi. Quand ils ont un ticket resto à 7 €, c'est vite fait. Après, en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'un bon sandwich? Je pense que c'est d'abord le pain. Donc, je ne suis pas une grande fan du pain de chez Paul aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait être amélioré largement. Et ensuite, la recette. Je pense qu'une recette, c'est important dans un sandwich et que chez Paul, on a finalement des recettes assez basiques, c'est pas tellement travaillé. Donc voilà, c'est efficace pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui est pressé pour déjeuner. Mais c'est pas un sandwich cuisiné. Moi, j'aime les sandwichs cuisinés. Alors si vous étiez toutes les deux embauchées du jour au lendemain dans le groupe Holder, que vous deviez conseillère marketing pour La Durée et vous, agent pour Paul, quelles seraient votre première décision, première recommandation? Alors, pour La Durée, je dirais tout d'abord, il faut valoriser les gens. Il faut valoriser les talents parce que si on n'a pas l'adhésion des personnes, rien ne marche. On peut avoir le meilleur produit au monde. Et ensuite, comme je pense qu'il veut aussi augmenter la part du luxe dans son groupe, il faut augmenter aussi la désirabilité. La désirabilité, c'est l'ADN du luxe. Et ça passe pas par une industrialisation, mais beaucoup plus de main-d'œuvre, de fait sur mesure, de personnalisation. Il faut plus de rareté, c'est ça? Plus de rareté. Peut-être regarder quelles sont les boutiques qui marchent moins bien et recentrer peut-être sur le cœur du métier, qui sont les macarons, et pas forcément se perdre dans tous les dérivés possibles, imaginables. Et vous, pour Paul? Je conseillerais de prendre un chef qui pourrait faire une super recette de sandwich et puis d'améliorer un petit peu la qualité du pain. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci Tristan. Merci à vous.